Décembre 2025, un cadeau de Noël pour la France selon les termes des hackers. 3,5 millions de foyers comprend 15 géos de données personnelles exposées. Le dispositif Pass Sport, censé faciliter l'accès au sport pour les jeunes, devient le théâtre d'une des plus importantes fuites de données de l'administration française. Aujourd'hui, on décortique cette cyberattaque sous l'angle technique et on comprend pourquoi cette faille aurait pu être évitée. Le Pass Sport, c'est une aide de 70 € lancée en 2021 pour permettre aux jeunes de familles modestes de s'inscrire dans un club sportif. Sur le papier, c'est simple et noble comme initiative. Mais techniquement, c'est un cauchemar en termes de sécurité. Pourquoi? Parce que ce dispositif pose sur une architecture distribuée qui agrège les données provenant de 3 organismes distincts. La CAF, donc la Caisse d'allocation familiale, la MSA, pour la Mutualité sociale agricole, et le CNUS, qui est le Centre national des œuvres universitaires et scolaires. C'est précisément cette interconnexion qui a créé une surface d'attaque étendue. Chaque point d'échange entre ces systèmes représente un vecteur d'attaque potentiel. 18 décembre 2025, donc dans la nuit du mercredi au jeudi, les équipes du ministre des Sports détectent un incident de sécurité, un accès non autorisé au système d'information du Pass Sport. Le 19 décembre à 18h, sur Reforms, le forum du Dark Web dédié aux fuites de données, le hacker Indra publie un fichier de 15 géos contenant 22,4 millions de lignes de données. Son message, un cadeau de Noël pour la France. Mais attendez, 22 millions de lignes, ça ne veut pas dire 22 millions de personnes. Après analyse par des experts en cybersécurité comme Christophe Boutry, on découvre que ce fichier contient un historique cumulatif de 2022 à 2025. Après dédoublonnage, on arrive à environ 3,5 millions de foyers uniques, soit potentiellement 8 millions de personnes. Le 20 décembre, le ministère des Sports confirme officiellement l'exfiltration des données et annonce le dépôt de plainte ainsi que la saisine de la CNIL dans les 72 heures, conformément à la RGPD. Regardons maintenant ce que contenait ce fichier de 15 géos. Les données exposées sont les suivantes. Au niveau des données d'identité, on a le nom et le prénom, la date de naissance, le genre, l'adresse postale complète. Au niveau des données de contact, on a tout ce qui est adresse mail, numéro de téléphone. Au niveau des données administratives, on a le numéro d'allocation CAF ou MSA, le numéro INE pour les étudiants boursiers, la catégorie d'aide perçue ou les aides perçues, et le code passeport unique. Donc, ID trait du bas PSP. La bonne nouvelle, aucune donnée bancaire, aucun mot de passe. Mais ne vous y trompez pas. Avec ces informations, les cybercriminels ont tout ce qu'il faut pour mener des attaques de phishing ultra ciblées et crédibles. C'est là que ça devient intéressant d'un point de vue technique. Les systèmes de la CAF, de la MSA et du CNUS n'ont pas été directement compromis. La CAF, plutôt la CNAF, l'a d'ailleurs affirmé dans un communiqué. Aucune intrusion ni de faille n'a été détectée dans nos systèmes. Alors où a été la faille? Dans le système d'information du ministère des Sports lui-même, et plus précisément dans la plateforme qui gère les échanges de données avec ces 3 organismes. Plusieurs hypothèses techniques émergent de l'analyse post-mortem. Donc la première, c'est la multiplication des points d'accès, parce que l'architecture du passeport multiplie les interfaces d'échange entre systèmes. Chaque API, chaque flux de données entre la CAF, la MSA, le CNUS et le ministère représente un point d'entrée potentiel. La deuxième hypothèse, c'est le contrôle d'accès insuffisant. L'audit post-incident suggère que certains endpoints étaient mal sécurisés. On parle probablement d'une combinaison de authentification faible ou absente sur certaines API, l'absence de chiffrement bout en bout sur les flux de données, la gestion des secrets, donc les clés API, les tokens, qui ont été potentiellement compromis. En troisième hypothèse, on a la segmentation réseau qui est défaillante. C'est toujours une hypothèse. Parce qu'une fois à l'intérieur, les attaquants ont pu naviguer latéralement dans le système sans rencontrer de cloisonnement efficace. La quatrième hypothèse, c'est la détection tardive.
parce que l'attaque a été détectée le 18 décembre, mais les dernières données exfiltrées datent de novembre 2025. Cela signifie que les attaquants peuvent rester dans le système pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans être détectés. Le groupe derrière cette attaque se fait appeler Indra. Ils opèrent sur Bridge Forum et se revendiquent également de Shiny Hunters et de groupes de cybercriminels Tor. Un fait intéressant quand même, c'est que ce même groupe Indra a revendiqué l'attaque contre le ministère de l'Intérieur quelques jours plus tôt, le 11 décembre 2025. Dans leur message sur Brick Forum, ils parlent explicitement de vengeance suite aux arrestations de membres de Shiny Hunters en France en juin 2025. Et donc à une double motivation. La première motivation, c'est financière, parce que les données peuvent être vendues sur le dark web pour des campagnes de phishing. Et la deuxième raison, c'est l'idéologie, c'est la politique. Une forme donc de hackisme en réponse aux actions policières françaises. Ce qui est préoccupant, c'est la sophistication de l'attaque et la rapidité avec laquelle le groupe a enchaîné 2 ministères quelques jours. Maintenant, parlons de conséquences concrètes pour les 3,5 millions de foyers concernés. D'ailleurs, le premier, déjà, c'est le phishing ultra ciblé, avec nom, prénom, adresse, CAF et date de naissance. Les cybercriminels peuvent créer des emails ou des SMS extrêmement crédibles, se faisant passer pour la CNAF, par exemple, votre dossier nécessite une mise à jour urgente. Avec le ministère des Sports, votre passe sport doit être réactivé, ou des clubs sportifs finaliser votre inscription. La deuxième, c'est l'usurpation d'identité partielle, parce que les données permettent d'ouvrir des comptes sur certains sites en ligne, de contester des démarches administratives non des victimes. La troisième, c'est le risque accru pour les jeunes adultes, parce qu'il y a un point particulièrement grave soulevé par Christophe Boutry, c'est que le fichier contient l'historique sur 4 ans. On peut donc suivre l'évolution d'un jeune de mineur avec les données, les coordonnées de ses parents, un majeur avec ses propres coordonnées. Ces jeunes adultes deviennent des cibles privilégiées. La quatrième, c'est le engineering social à long terme, parce que les attaquants peuvent croiser ces données avec d'autres fuites pour créer des profils très détaillés et mener des attaques sophistiquées dans les mois ou années à venir. C'est ici que ça devient frustrant pour tout professionnel de la cybersécurité. Cette attaque aurait pu être évitée avec l'application de principes de sécurité de base. La première, c'est l'architecture Zero Trust. Modèle Zero Trust stipule ne jamais faire confiance, toujours vérifier. Chaque flux de données entre systèmes doit être authentifié avec des certificats ou tokens robustes, chiffré de bout en bout, journalisé vite, une soumission à des contrôles d'accès stricts. Manifestement, ce n'est pas le cas ici. La deuxième, c'est la segmentation et le cloisonnement. Un système bien conçu aurait dû isoler les données de production de données de développement, les différentes années de campagne passeport et les accès par type d'organisme CAF, MSA, CNUS. Avec une bonne segmentation, même en cas de compromisation des composants, l'attaque ne peut pas accéder à l'intégralité des données. Il y a aussi la minimisation des données. Pourquoi conserver 4 ans d'historique accessible en ligne? Le principe de minimisation du RGPD stipule de ne conserver que les données strictement nécessaires pour la durée nécessaire. La quatrième, c'est la détection et réponse aux incidents. Un système de détection d'intrusion, un IDS, et un Security Operations Center, donc un SOC, efficace aurait dû détecter des volumes anormaux de requêtes API, des accès à des heures inhabituelles, des tentatives de téléchargement massif de données, et le cinquième point, c'est l'audit de sécurité régulier. Mais des audits de sécurité réguliers, parce qu'il ne faut pas en faire que. Un pentest et un audit de code auraient probablement révélé les vulnérabilités exploitées. Question qui se pose, quand a eu lieu le dernier audit de sécurité du système Passport? Face à cette crise, le ministère des Sports a suivi le protocole réglementaire, avec en action immédiate la mobilisation des équipes techniques pour stopper l'exfiltration, notification à la CNIL dans les 72 heures, ce qui reste obligation RGPD, un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes, une information individuelle des 3,5 millions de foyers concernés. Les mesures annoncées, c'est un audit complet de l'architecture Passport, la revue des flux de données avec la CAF, la MESA, la CNUS, le durcissement des contrôles d'accès, la possibilité de refonte partielle des systèmes, et soyons honnêtes, ces mesures arrivent après la catastrophe. C'est la définition même de la sécurité réactive plutôt que proactive. Cette attaque s'inscrit dans une série noire pour l'État français.
ministère de l'Intérieur le 12 décembre, le ministère des Sports le 18 décembre, et avant ça, la CAF, plutôt, la CAF et la CNAP avaient subi 2 attaques en 2024. Il y a clairement un problème systémique de cybersécurité dans l'administration française. Si vous êtes bénéficiaire du passeport depuis 2022, voilà ce que vous devez faire immédiatement. Déjà, une vigilance maximum sur le phishing. Ne cliquez jamais sur un lien dans un email ou un SMS prétendant venir de la CAF, la MSA ou du ministère. Vérifiez toujours l'adresse email de l'expéditeur. En cas de doute, contactez directement l'organisme par les moyens officiels. Et aussi changez votre mot de passe sur votre compte CAF, votre espace mon compte, tout service utilisant la même adresse mail que vous utilisez le mot de passe. Aussi utilisez des mots de passe uniques et robustes. 12 caractères minimum avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des symboles. Même si moi je recommande 22. Activez aussi la double authentification, donc le 2FA, partout où c'est possible, notamment sur votre compte CAF. Surveillez vos relevés bancaires administratifs. Tout mouvement suspect doit être signalé. Et faites valoir vos droits RGPD. Vous pouvez du coup déposer une plainte auprès de la CNIL si vous estimez que vos données n'ont pas été suffisamment protégées. Pour les DSI, RSI et développeurs qui nous regardent, voici les leçons à en tirer. C'est déjà, la sécurité doit être conçue dès le début, security by design, ne pas ajouter la sécurité comme une couche après coup. L'architecture du passeport aurait dû intégrer la sécurité dès sa conception. Le deuxième point, c'est l'interconnexion qui augmente exponentiellement les risques. Chaque système externe connecté multiplie la surface d'attaque. Il faut limiter les interconnexions strictes nécessaires, documenter chaque flux de données et appliquer le principe du moindre privilège. Le troisième point que j'aimerais mettre en avant, c'est la conformité RGPD, pas qu'une question juridique. C'est aussi et surtout une question technique. Les principes du RGPD, la minimisation, la pseudonymisation et la sécurité doivent se traduire en code. Il y a aussi investir dans la détection et la réponse, parce qu'un budget en cybersécurité ne doit pas se concentrer uniquement sur la prévention. Il faut aussi des outils de détection, CIEM, EDR, XDR, une équipe SOC capable de réagir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et un plan de réponse aux accidents et incidents testé régulièrement. La culture aussi de la sécurité, c'est que 73% des attaques exploitent le facteur humain. Donc, une formation, une sensibilisation, des tests de phishing réguliers sont essentiels. L'attaque du passeport n'est pas un cas isolé. C'est un symptôme d'un problème plus profond, le retard chronique de l'État français en matière de cybersécurité. Après la digitalisation accélérée des services publics, l'État gère des volumes de données personnelles massifs sans toujours avoir les moyens techniques et humains pour les protéger adéquatement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. 3,5 millions de foyers compromis pour le passeport, potentiellement 16 millions de personnes au ministère de l'Intérieur, des dizaines de milliers à la CAF en 2024. À quand un plan de Marshall de la cybersécurité publique? À quand des budgets à la hauteur de l'enjeu? À quand une véritable doctrine de sécurité offensive et défensive? Car au-delà des données volées, c'est la confiance des citoyens dans les services numériques de l'État qui s'érode. Et cette confiance, une fois perdue, est extrêmement difficile à reconquérir. Le passeport devait faciliter l'accès au sport pour les jeunes, devenu malgré lui un cas d'école de ce qu'il ne faut pas faire en cybersécurité. Restez vigilants, restez informés et surtout, protégez vos données. Et si cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à la liker, la partager et à vous abonner pour plus d'analyses techniques sur l'actualité de la cybersécurité. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'État français fait assez d'efforts en matière de cybersécurité? Avez-vous été victime de phishing suite à une fuite de données? À très bientôt pour une nouvelle analyse.